Je m'appelle Nathalie, j'ai 27 ans. Jusqu'à il y a 6 semaines, j'étais une simple institutrice de maternelle, vivant au jour le jour dans un petit appartement. J'ai été élevée par mes grands-parents plus que par mes parents. Ils étaient riches mais modestes, et m'ont toujours appris que le caractère était plus important que l'argent. Lorsqu'ils sont morts dans ce tragique accident, j'étais dévastée. Puis est arrivée la rencontre avec l'avocat, où j'ai appris qu'ils m'avaient légué la totalité de leur fortune de 26 millions de dollars. La famille, qui venait rarement me voir, a soudainement voulu tout avoir. J'ai refusé. Si vous voulez voir l'argent révéler le vrai visage des gens, suivez cette histoire. Avant de continuer, dites-moi où vous la regardez. Aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de courage face à la réalité de votre famille. En grandissant, mes parents étaient physiquement présents, mais émotionnellement absents. Mon père, Richard, travaillait jusqu'à 60 heures par semaine pour gravir les échelons de l'entreprise. Ma mère, Diane, passait son temps à fréquenter les cercles appropriés. Les repas en famille étaient rares, et lorsqu'ils l'étaient, ils étaient généralement absorbés par des appels professionnels ou des activités sociales. Ils fournissaient l'essentiel, mais la chaleur et les conseils étaient absents. Dès l'âge de 5 ans, je passais mes week-ends et mes étés chez mes grands-parents. Leur petite maison de 4 chambres est devenue mon véritable foyer. Malgré leur fortune, ils vivaient modestement. Leur potager de 3 hectares produisait des légumes, et Harold m'a appris à cultiver des tomates et des courgettes. Elisabeth m'a appris à faire des biscuits maison et à coudre des boutons. Il assistait aux pièces de théâtre et aux matchs de foot de l'école que mes parents manquaient. Mes grands-parents ont bâti leur fortune de toutes pièces. Ils ont créé une petite entreprise de logistique dans leur garage dans les années 1970, avec juste un camion et un rêve. À ma naissance, Alexander Logistique était devenu un géant régional avec une flotte de 200 camions et 5 entrepôts dans 3 États. Mais leur fortune était inimaginable. Mon grand-père conduisait le même vieux pick-up qu'il avait conduit pendant 20 ans, et ma grand-mère découpait des coupons et achetait des vêtements en solde. Il me disait, « L'argent n'est qu'un outil, Nathalie, ne l'utilise pas pour mesurer ta valeur. Sers-toi-en pour construire quelque chose de significatif, pas pour impressionner des gens qui ne comptent pas. » Cette philosophie était source de conflits entre mon père et moi. Fils unique, il avait toujours cru qu'il hériterait de tout et vivrait dans le luxe. Il en voulait à ses parents pour leur parcimonie, les qualifiant de radins et de démodés. Ce qu'ils considéraient comme une privation, eux y voyaient de précieuses leçons. Ils lui payaient ses études, mais le faisaient travailler pendant l'été. Une fois diplômé, ils l'aidèrent à acheter sa première maison abordable, et non l'appartement de luxe qu'il convoitait. Leur relation finit par se détériorer lorsque mon père exigea un poste à responsabilité dans l'entreprise malgré son absence d'expérience pertinente. Ils refusèrent, lui disant de travailler, de ne pas bénéficier d'un traitement de faveur. Il partit pour un autre emploi, et leur relation fut rompue. Leur façon de me traiter était différente. Ils ont entièrement financé mes études et j'ai obtenu mon diplôme sans dette. Ils m'ont encouragé à choisir une carrière basée sur la passion, et non sur l'argent. Quand j'ai décidé de devenir institutrice en maternelle, ils étaient ravis, même si le salaire était bien inférieur au SMIC. Tout au long de ma vie d'adulte, j'ai entretenu une relation étroite avec mes grands-parents. Nous dînons régulièrement le dimanche. Je les aidais à se familiariser avec les nouvelles technologies, à configurer leur smartphone et à passer des appels vidéo. Ils me montraient leurs recettes de famille et me racontaient des anecdotes sur leur enfance. Pendant les vacances, je restais toujours chez eux et n'allais pas chez mes parents, ce qui contrariait ma mère, qui considérait cela comme un rejet personnel. Je vivais dans un 2 pièces à environ 20 minutes de chez mes grands-parents. C'était petit mais confortable, avec des meubles anciens mais uniques et beaucoup de verdure.
Mon salaire à Sunshine School suffisait tout juste à couvrir mes frais de subsistance. Je trouvais du bonheur dans des choses simples comme lire à la bibliothèque, faire des randonnées dans les parcs nationaux et faire du bénévolat dans des refuges pour animaux. Mes grands-parents respectaient mon style de vie indépendant et m'offraient parfois des cadeaux pratiques comme de nouveaux pneus d'hiver ou un mixeur de haute qualité. Il y a 6 semaines, tout a basculé. Un mardi soir, je corrigeais des copies lorsque j'ai reçu un appel de la police. Mes grands-parents venaient de quitter leur restaurant préféré lorsqu'ils ont été renversés par un conducteur ivre et tués sur le coup. La police a dit qu'ils ne souffraient pas, mais cela ne m'a pas réconforté. L'enterrement a été un cauchemar. Je me souviens de mes parents qui organisaient les obsèques, se disputant avec le personnel des pompes funèbres à propos des frais. Mon frère, Jason, est arrivé de Californie par avion, mais il est resté scotché à son téléphone tout le temps. Tante Pam a pleuré pour avoir des photos, mais s'est arrêtée lorsqu'elle a éteint son appareil. Oncle Steve est resté planté là, comme une ombre derrière tante Pam. Il n'avait pas rendu visite à mes grands-parents depuis des années, mais maintenant, il faisait semblant d'être triste. J'étais sous le choc. Les seules personnes qui me comprenaient et me soutenaient étaient parties. La maison chaleureuse et accueillante était vide. Je n'ai pas pu y entrer après l'enterrement. Au lieu de cela, je suis retourné à mon appartement et j'ai demandé la permission de penser au présent. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Matthew Goldstein, ami et représentant légal de mon mari. Il m'a demandé de venir à son bureau avec ma famille pour ouvrir le testament. J'étais loin de me douter que cette rencontre bouleverserait tout ce que je croyais au sujet de ma famille. Le jour de l'ouverture du testament, une pluie fine et grise m'a rendu encore plus triste. Je suis arrivé 15 minutes en avance, vêtu d'une simple robe noire, avec le parapluie que ma grand-mère m'avait conseillé de garder dans la voiture en cas d'urgence. Le cabinet était situé dans un vieil immeuble victorien du centre-ville, avec un mobilier en bois chaleureux et des fauteuils en cuir. Matthew m'a accueilli avec gentillesse, me serrant gentiment la main. Il avait été le meilleur ami et l'avocat de mes grands-parents pendant plus de 30 ans. Mes grands-parents étaient extraordinaires, a-t-il confié. Leurs parties d'échecs hebdomadaires et leurs gâteaux au citron à chaque rencontre me manqueront. Sa sincérité me piquait les yeux. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, les portes vitrées s'ouvrirent et toute ma famille arriva en même temps. Mon père, Richard, entra le premier, jetant un coup d'œil impatient à sa montre de luxe. Il avait 56 ans et ressemblait à une version plus âgée et plus froide de mon grand-père, mais sans la chaleur. Ma mère suivait, son sac à main de créateur coûtant probablement plus cher que mon loyer mensuel. Mon frère, Jason, 25 ans, portait des lunettes de soleil à l'intérieur et une chemise froissée à moitié rentrée dans son jean. Derrière eux, tante Pam parlait sans arrêt au téléphone d'une soirée dans un club chic, tandis qu'oncle Steve se tenait dans un coin, regardant autour de lui d'un air étrange. Ils étaient mariés depuis 20 ans, mais je l'entendais rarement dire plus de quelques phrases lors des réunions de famille. Finissons en « j'ai des affaires à régler », dit mon père sans même le saluer. Matthew sourit faiblement. Puis il conduisit mon père dans la salle de conférence. Nous nous assîmes autour de la grande table en bois, tendue comme si l'atmosphère était pesante. Mon père s'assit en bout de table, comme pour marquer sa supériorité. Je choisis une place près de Matthew. Ma mère était assise à côté de mon père, Jason à côté de tante Pam, et oncle Steve en face d'eux. Avant de lire le testament, Matthew affirma que ses parents étaient sobres lorsqu'ils l'avaient rédigé l'année dernière, prudents dans leurs réflexions et lucides dans leurs décisions. Mon père ricana, l'incitant à le lire maintenant pour ne pas perdre de temps. Père a bâti l'entreprise. Je suis le fils, l'héritage est naturel. Matthew ignora l'interruption, ouvrit la chemise en cuir et mit ses lunettes de lecture. Moi, Harold Alexander, et moi, Elizabeth Alexander, saint d'esprit,
Déclarons par la présente être mon testament. Je renonce au précédent testament et désigne un exécuteur testamentaire. Le jargon juridique s'éternisait, ma famille commençait à s'impatienter. Finalement, l'essentiel se lut lentement. Nous léguons l'intégralité de notre patrimoine, dont 8 millions de dollars en espèces, notre portefeuille d'investissement de 12 millions de dollars, nos biens immobiliers et notre résidence principale de 5 millions de dollars, ainsi qu'une participation de 25% dans Alexander Logistique d'une valeur d'environ 1 million de dollars à notre nièce bien-aimée, Nathalie Grace Foster. La pièce était silencieuse. Je crus avoir mal compris. Matthew poursuivait. Il n'y a pas de part pour mon fils Richard, ma belle-fille Diane, mon petit-fils Jason, ma fille Pam et mon gendre Stephen, car nous les avons soutenus toute leur vie et l'avons expliqué à nos avocats. Mon père se leva, arracha le testament des mains de Matthew et le regarda avec consternation. C'est fou. 26 millions pour cette institutrice de maternelle? Elle ne sait pas gérer ses biens. Ma mère l'interrompit. Elle ne saura pas quoi faire d'une telle somme. Jason frappa sur la table. Moi aussi, je suis de la famille. J'ai besoin de capitaux pour démarrer une entreprise. Tante Pam me demanda, l'air en colère, comment j'avais manipulé mes grands-parents pour qu'ils prennent cette décision. Je restai là, abasourdi, incrédule. 26 millions étaient ma propriété. Matthew reprit les dossiers. Veuillez vous asseoir. Encore une chose. Il alluma la vidéo. Mes grands-parents apparurent sur le canapé du salon, souriant gentiment comme s'ils s'étaient vus pour la dernière fois. Si vous regardez cette vidéo, c'est que nous sommes partis, dit-il. Nous voulions vous expliquer notre décision pour éviter tout malentendu. Elle poursuivit. Richard, Pam, nous vous aimons. Mais nous sommes déçus des valeurs que vous avez défendues et transmises à la génération suivante, sauf Nathalie. Ils racontèrent les nombreuses fois où ils avaient été négligés par leurs enfants, où ils avaient emprunté de l'argent sans jamais le rembourser, et le mépris pour leur mode de vie frugal. Il expliqua que l'entreprise ne visait pas à s'enrichir, mais à offrir sécurité et opportunité à ses employés. Nathalie était la seule à vivre selon ses valeurs. Elle ajouta, « Elle nous rendait visite non pas pour l'argent, mais par amour. » Elle avait choisi l'enseignement parce qu'elle aimait ça, malgré le faible salaire. Ils m'ont fait confiance pour préserver cet héritage et utiliser les actifs à bon escient, en évitant les jeux frivoles ou les stratagèmes pour devenir riche rapidement. La vidéo continua un moment, avec le souhait que la succession finance l'éducation et le développement communautaire, des choses qu'ils aimaient mais n'avaient pas le temps de faire. Lorsque l'écran devint noir, mon père se mit en colère, maudissant qu'ils souffraient de démence et qu'ils allaient poursuivre le testament en justice. Matthew répondit calmement qu'ils avaient subi de multiples tests de capacité mentale avant de mettre à jour le testament, avec l'accord de médecins indépendants. Il avait également des documents détaillant les actions et les comportements qui avaient conduit à leur décision. Mon père grommela. Même s'il intentait un procès, ce serait coûteux et difficile à gagner. Ma mère se tourna vers moi avec douceur. Tu comprends, l'argent n'est pas à toi seul, il appartient à toute la famille. Vas-tu le partager? J'étais perplexe. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Jason éclata de rire. Pas besoin de réfléchir, divise-le équitablement ou laisse quelqu'un de compétent s'en occuper. Mon père continua d'affirmer que lui seul était capable de le gérer. Alors que la discussion s'intensifiait, Matthew me rappela gentiment que je n'étais pas obligé de prendre une décision immédiate et me suggéra de rentrer chez moi pour y réfléchir. Le bureau s'occuperait de tout. Il me tendit une épaisse enveloppe contenant des documents, les clés de la maison de mes grands-parents et les coordonnées de mes conseillers financiers. La réunion se termina dans le chaos, entre menaces de poursuite et accusations. En partant, mon père me serra la main fermement.
Cette conversation n'est pas terminée. Viens chez nous à 18h ce soir. Il faut régler notre famille. Santon ne laissait place à aucune objection. J'acquiesçai d'un signe de tête, trop fatigué pour discuter. Ils rentrèrent chacun chez eux dans une voiture de luxe. Assise dans la voiture, vieille de plus de 10 ans, je serrais l'enveloppe fort contre moi, me demandant comment cet héritage, censé être une bénédiction, était devenu une telle obsession. Je fis le tour du monde à la recherche d'un endroit tranquille et me garai dans le parc, l'esprit embrumé. L'enveloppe que Matthew m'avait donnée n'était toujours pas ouverte. J'avais envie d'examiner attentivement les documents, mais j'étais aussi réticente à accepter cette lourde responsabilité. À 17h45, je suis arrivée chez mes parents et je les ai trouvés déjà là. L'imposante demeure de 460 mètres carrés, tout en granit et en verre, me semblait plus impressionnante qu'accueillante. J'ai pris mon courage à deux mains et suis entrée dans le salon, rarement utilisé en dehors des réceptions de ma mère. Papa se tenait près de la cheminée, un verre de scotch à la main. Maman était mal à l'aise dans son fauteuil design, Jason était affalé sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, tante Pam faisait les 100 pas nerveusement, et oncle Steve regardait par la fenêtre. Papa commença d'un ton froid et négociateur. Soyons raisonnables. Tu ne pensais pas qu'il était juste de tout léguer à une seule personne. Ceci devrait être la propriété familiale. Maman a continué. Ce n'est pas facile de gérer des biens, mon fils. Ton père a plus d'expérience. Tu recevras une part importante pour acheter une maison plus belle que ton appartement actuel. J'ai entendu la phrase et j'ai eu la chair de poule à cause du mépris. Mon père a continué. Signez les biens à mon nom, en tant que responsable. Je les répartirai équitablement entre tous. Tu recevras 10%, c'est largement suffisant. J'ai pris la parole, 10%, c'était quand même plus de 2 millions de dollars. Jason a ajouté innocemment, j'ai besoin d'au moins 5 millions pour mon échange de crypto-monnaies. Ça va être énorme. Je l'ai regardé avec scepticisme. Jason changeait constamment de travail et son précédent projet de crypto-monnaie faisait faillite. La maison de tante Pam était la prochaine à être prise, car l'école était bonne pour les enfants. J'ai ri. Elle ne rendait jamais visite à ses grands-parents, les enfants lui envoyaient juste des cartes d'anniversaire manuscrites pour survivre. Ce soir-là, les exigences ont pris d'autres formes. Culpabilité, menaces, pression. Ma mère a fondu en larmes et m'a supplié. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. J'étais sans voix. Quel sentiment de gratitude y avait-il quand il ne m'appelait pas pour prendre de mes nouvelles, qu'il ne venait pas à mon spectacle? Mon père a haussé le ton et a menacé. Si tu ne signes pas, on te poursuivra en justice. Raconte-nous ta dépravation. Ce sera très sale. Une menace lourde. Je me suis souvenu de ce que mon grand-père m'avait dit quand j'avais 8 ans. Personne ne peut te priver de ta dignité si tu ne la donnes pas. Sache ce qui est juste et tiens-toi Y. Oncle Steve a pris la parole pour conseiller à tout le monde de se calmer et de ne pas faire d'histoire, mais mon père a nié avec colère. Les affaires de famille ne sont pas différentes des affaires. Il a répondu. Je suis de la famille, et a reculé quand mon père a semblé sur le point de lancer la foudre. À 10h, Jason rédigeait les documents de transfert sur son ordinateur portable. Maman avait appelé son avocat personnel pour réviser le contrat. Tante Pam inspectait la maison pour effectuer les réparations nécessaires. Ils avaient divisé la propriété à mon insu et sans me consulter. Pas un mot sur l'héritage, leurs souhaits ou les soins que j'avais en tête. Mon père repoussa le journal. Que as-tu dit? Moi. Je n'ai signé ni ce document ni aucun autre. Ils m'ont fait confiance pour préserver l'héritage pour une raison. Je tiendrai ma promesse. Ma mère était furieuse et me réprimandait pour mon ingratitude. Jason m'insultait, tante Pam pleurait sans cesse à cause de l'avenir de son fils.
Je restais silencieuse, le « non » comme un bouclier. Mon père brandit son verre de cognac, le brisant. Ça suffit. Je t'avais dit que ton fils ne te faisait pas confiance. Tu nous as manipulés pour obtenir la propriété. Il me menaça du doigt. Tu as le choix, signer les papiers pour rester dans la famille ou partir d'ici. Tu ne peux pas avoir les deux. J'ai regardé tout le monde, espérant un peu d'amour, mais j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas. Il me voyait juste comme une source d'argent. Je me suis levée, je ne signerai pas. Je respecte tes souhaits. Mon père a crié, sors de chez moi ce soir. Il n'y a plus de place pour toi. Je lui ai rappelé, j'ai toujours mon propre appartement. Il a ricané, on a co-signé pour cet appartement. Le salaire de ton professeur ne suffit pas à le louer. Le bail sera définitivement résilié, je changerai les serrures demain. J'étais abasourdi. Oui, je ne savais pas qu'il possédait l'immeuble via des sociétés d'investissement anonymes. J'avais 30 minutes pour préparer mes affaires. Mes parents sont restés assis à la porte tout le temps, comme des gardes, à vérifier que je n'avais rien pris. Ils ont appelé un avocat pour vendre leur maison, disant que je ne faisais pas partie de la famille, que j'étais une enfant obligée de s'accrocher à eux quand mes parents ont voulu divorcer. Ma mère m'a traité d'investissement raté. Jason m'a dit que je le regretterais quand je n'aurais personne à mes côtés et que l'argent s'épuiserait rapidement. Je n'ai pas pleuré devant eux, gardant ma résolution. C'était tout ce qui m'appartenait. Mon père a ricané, ne pense pas à revenir. Tout ce que tu laisseras ce soir sera donné ou jeté. J'ai pris sa couverture dans mon sac, sans rien laisser derrière moi. 3 sacs sur les épaules et un à la main, je suis descendu. Personne ne m'a aidé. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Ils étaient alignés, leurs visages affichant toutes sortes d'expressions. Colère, déception, satisfaction. Ma mère m'a dit, « Tu as peut-être de l'argent, mais la famille est éternelle. Tu comprendras ce que tu as perdu. » J'ai répondu doucement. Personne ne jette sa famille, c'est toi. J'ai fermé la porte et je suis sorti, un sentiment de vide m'envahissant. En garant ma voiture dans la rue, j'ai été choqué de réaliser que j'étais sans abri. Mon appartement avait disparu, ma famille m'avait abandonné et aucune somme d'argent ne pouvait me réconforter. J'ai fondu en larmes, sanglotant dans ma voiture. J'étais en deuil pour mes grands-parents, pour ma famille défaillante et pour moi-même. Soudain, me souvenant de l'enveloppe que Matthew m'avait donnée, je l'ouvris et vis la clé de la maison de mes grands-parents avec le porte-clés familier en forme de petit lapin. Je me dirigeai vers la maison de mes grands-parents, le cœur partagé entre l'envie de rentrer et la peur d'entrer dans une maison sans eux. La lumière du porche était toujours allumée, probablement allumée par ma grand-mère. Je restai longtemps assise dans la voiture avant de me diriger sur la pointe des pieds vers la porte et de la déverrouiller, les mains tremblantes. L'air sentait le citron, les herbes et le bois ciré que mon grand-père nettoyait chaque dimanche. J'allumai la lumière, mais personne n'appela. La maison était d'un silence douloureux. Je suis allé dans le salon et j'ai posé mon sac sur le lit. Tout était exactement comme lors de ma dernière visite, le mois dernier. Les livres étaient ouverts, les serviettes pliées, comme si ma grand-mère m'attendait. La nostalgie et l'émotion m'ont fait hocher la tête avant de m'endormir sur les vieux draps. Le lendemain matin, la lumière vive s'est engouffrée dans ma chambre et je me suis soudain souvenu de l'absence de la tasse de café parfumée et de son sifflement décalé. Mon téléphone vibrait de messages et d'appels, principalement de mes parents, menaçants et suppliants. Ma mère m'a promis. On peut trouver une solution. Mon père a menacé. Tu as 24 heures pour réfléchir avant de porter plainte, a dit Jason, la grande maison est finie. J'ai envoyé un texto à Matthew, qui a répondu rapidement. Reste là, j'arrive bientôt, n'ouvre pas la porte. Matthew est arrivé à l'heure, avec des dossiers et du café.
Il m'a dit que ma famille avait contacté plusieurs avocats pour préparer une action en justice. Il voulait me forcer à renoncer à mon héritage. Il m'a remis les papiers, y compris le titre de propriété de la petite villa, 20 minutes plus tôt, un bien dans une fiducie dont mon père ignorait l'existence. Matthew m'a également dit que je n'étais pas seule. Mes parents avaient anticipé ce scénario et avaient bâti autour de moi un réseau d'amis et d'employés fidèles. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte de derrière. Carlos, l'intendant et réparateur de mes grands-parents depuis 15 ans, apparut. Il me demanda d'une voix douce si j'avais besoin d'aide et prétendit être celui qui veillerait sur moi pendant leur absence. Accompagné de Matthew, Carlos me raconta les sentiments sincères de mes grands-parents pour leurs proches et me révéla qui les avait abusés. Il me révéla que mon père et mon frère étaient apparus après les funérailles et avaient volé de nombreux objets de valeur, tous filmés par des caméras de sécurité. Carlos m'a emmené dans le bureau de ma grand-mère, où se trouvaient de nombreux journaux intimes relatant la situation familiale. Je les ai ouverts et j'ai lu des notes sur les fois où mon père avait demandé de l'argent pour investir, mais avait essuyé un refus, puis avait écrit des mots durs à mon égard et à celui de mes grands-parents. Ma famille était depuis longtemps impliquée dans la propriété et avait tenté de la revendiquer sans égard pour mes grands-parents. Puis il y avait Madame Dorothy, la domestique qui travaillait dans la famille depuis 20 ans. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré, disant que je ressemblais comme 2 gouttes d'eau à ma grand-mère quand elle était jeune. Petit à petit, de nombreuses connaissances de mes grands-parents sont venues me soutenir, m'aidant à comprendre l'entreprise, les finances et la communauté environnante. Tout le monde aimait mes grands-parents et me traitait avec un respect sincère. Le lendemain, ma famille a continué à me menacer, fixant une date pour revenir récupérer la propriété. Je l'ai remise à Matthew. Il a préparé une ordonnance restrictive, une mise en demeure et les mesures juridiques nécessaires. À leur arrivée, il n'y avait pas que Matthew et moi, mais aussi un juge, un chef de police, un conseiller financier et un employé de longue date de l'entreprise familiale. Chacun d'eux avait des preuves contre les agissements de mes parents. Ma famille était désavantagée, même si elle continuait à se disputer. Le juge a affirmé que le testament avait été soigneusement rédigé et qu'il contenait suffisamment de preuves pour qu'il ne puisse pas gagner le procès. J'ai énoncé les conditions pour maintenir des relations familiales fondées sur le respect et j'ai mis fin au procès. Le groupe est parti honteux. Je ne me sentais pas victorieux, mais presque vide, une véritable perte familiale. Mais le juge m'a réconforté en me disant que mes grands-parents seraient fiers de moi, non seulement pour ma victoire, mais aussi pour la façon dont j'avais préservé la lignée familiale, ma personnalité et mes principes. L'histoire de ma famille s'est terminée, ouvrant un nouveau chapitre avec une communauté paisible et soudée, héritière de l'amour et des valeurs transmises par mes grands-parents. 6 mois se sont écoulés, et j'ai appris et me suis adaptée à mon nouveau rôle. J'étais toujours l'institutrice de maternelle passionnée, investissant dans la fondation de mes grands-parents, aidant les élèves défavorisés, finançant l'éducation artistique et la formation professionnelle, des valeurs auxquelles mes grands-parents croyaient. Je supervisais l'entreprise de logistique, veillant à ce qu'elle maintienne des pratiques éthiques et de bons avantages sociaux. La maison de mes grands-parents, initialement froide, est devenue chaleureuse et joyeuse, avec des fêtes dominicales réunissant amis et ma nouvelle famille. Ma famille biologique était froide, n'étant présente que lorsqu'elle avait besoin d'argent ou d'avantages, mais je gardais mes distances, ne sacrifiant ni mon héritage ni le respect qu'elle m'accordait. J'ai trouvé ma famille auprès de ceux qui nous aimaient, mes grands-parents et moi, dans des valeurs communes, une affection sincère. Un matin d'automne, je me suis rendue sur la tombe de mes grands-parents, j'ai apporté des fleurs fraîches et je me suis assis près du banc de pierre. Je leur ai parlé de ce que je m'efforçais de faire pour perpétuer leur héritage, des bourses accordées aux étudiants talentueux défavorisés, de l'entreprise et de la communauté. Le vent soufflait dans les feuilles jaunes,
Le parfum emplissait de doux souvenirs. J'ai ressenti leur présence plus fort que jamais, sachant que cet héritage n'était pas simplement financier, mais un héritage, une mission d'amour et de sensibilisation. En quoi mon histoire pourrait-elle ressembler à la vôtre? Avez-vous déjà ressenti de la pression de la part de vos proches pour défendre vos convictions? J'ai hâte de lire vos commentaires. Si cette histoire vous parle, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager avec ceux qui ont besoin d'encouragement pour rester forts. N'oubliez pas que la famille est une question d'amour et de respect, et non d'obligation ou d'exploitation. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous aurez le courage de défendre vos valeurs malgré les épreuves de la vie.